Pour vos retours, écoutez, je vous propose de commencer avec le sujet du jour, c'est quelle vision éducative, quelle vision de l'enfance pour le 21e siècle. Vous savez, je pense que c'est notre capacité à avoir une vision claire qui nous permet ensuite d'avoir une pensée claire et donc une action et des paroles qui soient justes. D'où l'importance, je crois, de temps en temps, d'aller explorer la vision. Pour cela, commençons par d'où partons-nous, hein, d'où venons-nous sur le plan de l'éducation. Les anciens pensaient que si un enfant est bon, il deviendra heureux. Alors parfois, on dressait les enfants, on s'intéressait beaucoup à leur comportement, à bien les cadrer, pour que plus tard ils deviennent heureux. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser le contraire. Vous le savez, on hérite aussi d'une évolution économique au XIXe siècle qui a produit une culture éducative de la norme et de la standardisation. Les notes, les tests, ça vient de cette époque-là, donc il y a plus d'un siècle, et ça constitue aujourd'hui l'ADN finalement pour partie de nos comportements et de nos pratiques surtout éducatives. Alors je nous pose une question, c'est est-ce qu'on peut vraiment accompagner aujourd'hui une génération qui ait confiance en elle, qui soit coopérative, en la soumettant en permanence à la logique des tests et des contrôles. Si on y regarde de près, finalement, ce sont les parents, les enseignants, les établissements et les enfants qui sont soumis à la pression du test, de la note et du scoring. Cette obsession de la performance s'est même étendue hors des salles de classe dans beaucoup d'activités périscolaires. Le culte de la note. On ne va pas forcément lire le devoir d'histoire de ses enfants, on lui demande quelle note tu as eue, et ensuite on passe à autre chose. Alors, deuxième question, pendant l'enfance, sommes-nous dans le temps de l'apprentissage ou dans la construction progressive du CV et du positionnement social? Là où les tests, me semble-t-il, occupent tout l'espace ou presque, il n'y a plus de place ou peu de place pour le jeu. Je suis toujours fasciné de voir comment même dans nos villages, les enfants entre voisins jouent de moins en moins ensemble. Et à côté de ça, ça ouvre de plus en plus d'espace pour toute forme d'anxiété, toutes ces formes nouvelles d'anxiété qui habitent souvent l'esprit de nos jeunes. Alors nous vivons une forme de paradoxe car au nom de l'éducation, nous privons de plus en plus les enfants du temps et de la liberté dont ils ont besoin pour apprendre par eux-mêmes et par leurs propres moyens. Nous avons peut-être perdu progressivement les racines biologiques de l'éducation et de l'enfance. Alors maintenant, où allons-nous? Où décidons-nous d'aller? Quand nous observons les enfants, nous pouvons percevoir à quel point ils sont doués d'une vivacité d'esprit, d'une logique parfois déroutante, d'une grande capacité d'observation, d'un bon sens, d'une sensibilité morale, d'un amour et d'une confiance. On est toujours surpris de voir comment les petits se développent d'eux-mêmes dès lors qu'ils sont dans un environnement qui respecte leur écologie et qui prend soin d'eux. Un enfant épanoui, c'est un enfant simplement avec une bonne vitalité, qui a une saine estime de lui-même, qui est capable d'empathie, qui a confiance en lui, qui développe un ensemble de compétences psychosociales. C'est un être humain qui se sent digne d'amour, qui se fait confiance, qui est capable de définir ses limites personnelles, qui est à l'aise avec d'autres personnes, et qui a conscience aussi de sa dépendance et de son interdépendance aux autres êtres humains. L'enfant a sans doute moins de connaissances que nous, mais dans bon nombre de situations, il montre plus de sagesse pratique que nous. Autrement dit, il est né avec un esprit déjà complet. Et si nous avons pleinement compris cela, alors nous ne pouvons pas les prendre de haut ou leur faire perdre du temps avec des activités qui n'ont simplement aucun sens pour eux. Quelle vision! Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons vouloir décider d'accompagner une génération, la génération suivante, pour qu'elle aime profondément la nature et le vivant, pour qu'elle apprenne à la comprendre, cette nature, et à la protéger. Et pour cela, il est nécessaire que les enfants développent de bonnes capacités d'observation, mais aussi un esprit scientifique et pratique.
Nous voulons aussi que cette génération qui grandit apprécie l'art et la beauté indépendamment de son utilité. Nous voulons aussi leur inspirer des idées nobles grâce à de belles œuvres ou de beaux ouvrages. Nous voulons des enfants vifs et actifs, dotés d'une belle empathie. Nous ne voulons pas les élever sous cloche car nous pensons que leur sensibilité a besoin de l'immensité du monde pour s'épanouir. Et pour cela, il nous faut leur offrir un environnement moins stressant, plus simple et qui permette, je crois, de vivre davantage de partage intergénérationnel. Comment incarner cette vision? Il me semble qu'il y a deux valeurs qui sont fondamentales, c'est-à-dire le respect et la confiance. Il nous faut développer avec les enfants une relation de sujet à sujet, empreinte de dignité, c'est-à-dire une relation dans laquelle les pensées, les réactions, les sentiments, l'image de soi, les rêves et la réalité intérieure de l'enfant sont pris tout autant au sérieux que ceux des adultes. Quand il s'agit par exemple de prendre des décisions touchant des sujets de la vie familiale, chacun doit pouvoir parler en son nom et de lui-même. Chacun peut poser ses arguments, ses doutes, ses peurs, ses rêves, ses aspirations, autrement dit, tout ce qui lui vient à l'esprit concernant le sujet ou la situation. Le comportement des enfants constitue souvent un produit, une résultante des relations que nous avons avec eux. La façon dont ils se développent dépend principalement des qualités d'accompagnement qui sont les nôtres, mais aussi et surtout de l'atmosphère générale qui règne dans la famille ou dans l'écosystème qui accompagne l'enfant. L'enfant est beaucoup plus sensible, non pas simplement à ce que nous faisons, mais surtout à comment nous le faisons avec lui. Les attitudes de l'adulte vont finalement l'initier à la rencontre avec ses pairs. C'est à partir de son expérience, de l'expérience de l'écoute qu'il peut avoir avec nous, du respect que nous lui offrons, qu'il va pouvoir développer sa relation et apprendre comment se comporter dans sa rencontre avec les autres. L'enfant n'apprend pas à faire attention parce qu'on le lui demande, mais parce qu'il l'a éprouvé fondamentalement pour lui-même. Je fais souvent le parallèle entre le monde agricole, aujourd'hui souvent le monde de la monoculture, et le monde de l'éducation. Je crois que simplement aujourd'hui le choix se pose, avec toutes les nuances évidemment possibles, mais entre une éducation en mode monoculture, c'est-à-dire standardisée, ou alors une évolution vers un respect positif des écosystèmes, de la biodiversité et de l'enfance. Nous devons redonner une place à l'enfance, nous devons redonner toute sa place à l'enfance et retrouver sa valeur fondatrice pour l'avenir de nos sociétés. Je vous souhaite un excellent week-end et puisque nous sommes dans le temps de l'été, je vous donne rendez-vous samedi prochain et nous parlerons ensemble de la place du jeu, des jeux, dans l'éducation et dans l'apprentissage de nos enfants. Excellent week-end à toutes et à tous.